à tous, bienvenue à notre deuxième émission débat dans le cadre des controverses numériques et virtuelles du Hublot. Je rappelle que ces controverses ont lieu tous les derniers vendredis du mois, jusque juin 2021. Chaque mois est dédié à une thématique et permet de réfléchir sur le monde numérique qui nous entoure et nous transforme. Cette controverse 2 va nous parler de nos vies privées. Sont-elles protégées avec le numérique? N'oubliez pas, nous vous parlons de la salle d'accueil de l'Entrepont au 109 à Nice et nous souhaitons vous faire participer grâce à l'espace social VR que nous expérimentons. Stéphane de notre équipe, es-tu là Stéphane? Est dans l'espace virtuel et il va... Stéphane, tu nous entends? Oui, je l'entends très bien. Super. Donc du coup, Stéphane, il va faciliter les échanges entre l'espace virtuel et l'espace réel. Alors pour démarrer, on va rappeler donc le sujet de cette controverse. Le numérique peut-il protéger notre vie privée à l'heure où la société nous demande de plus en plus de données personnelles via la sécurité sociale, les impôts, le compte bancaire, le parcours scolaire, etc. Celles-ci sont rendues publiques puisque sur Internet. Pour cette controverse, nous avons deux invités. Henri Busquet de la Ligue des droits de l'homme, ici présent dans l'espace virtuel. Bonjour Henri. Bonjour. Et Arnaud Bacheleur, connu sous le pseudo Bois d'Allon, qui est enseignant à l'université sur l'usage des réseaux sociaux. Bonjour Arnaud. Bonjour Tania et merci de cet accueil. Merci à toi d'être là. Tous les deux vont prendre la parole pendant 10 minutes pour exprimer leurs propos. Et ensuite, on vous proposera un extrait vidéo permettant de voir les avis des habitants du quartier qui ont été recueillis par les web reporters de Ligne 16 qui viennent tous les mercredis ici faire l'atelier. Et qui vont aussi dégager leurs réponses sur la question le numérique peut-il protéger notre vie privée? Puis ensuite, après ces trois parties, nous vous donnerons la parole et vous pourrez intervenir et poser des questions à nos invités. Merci en tout cas à tous d'être présents et de suivre cet événement malgré la crise qui nous traverse. Tout de suite, je laisse la parole à Henri Busquet, qui est dans l'espace virtuel. Henri, peux-tu te présenter et nous exprimer ton propos par rapport à ta position contre, enfin plus sur le fait que non, le numérique ne peut pas protéger notre vie privée. C'est à toi. Oui, d'abord, merci de m'avoir invité à une controverse aussi intéressante sur un peu tous les plans. Je pense qu'elle aura un bon succès et qu'elle aura surtout des suites intéressantes. Donc, la proposition qui nous avait été faite à Arnaud et à moi, c'était de débattre autour de le numérique peut-il protéger notre vie privée? Et, alors, j'ai formule trois propositions. Dans la première est, j'aurais quand même envie d'inverser carrément le propos et de dire peut-on protéger notre vie privée du numérique? Alors, il faut quand même qu'on pose quelques petites définitions pour pouvoir débattre ensemble. Première définition. Alors, moi, je qualifie de numérique l'ensemble des réseaux sociaux, y compris ceux réputés sûrs comme Telegram ou Signal, puisque pour utiliser ces deux applications-là, il faut utiliser son portable. Les mails, la navigation sur Internet et les échanges de fichiers sur Internet. La téléphonie et plus particulièrement celle sur smartphone. Et enfin, et je vais dire presque et surtout, les objets connectés, les assistants vocaux comme ceux de Google, Siri d'Apple, les montres connectées, les balances connectées, les brosses à dents connectées, ça existe, hein, je vous assure. Et surtout les télévisions connectées. Alors, maintenant qu'on a défini ça, on peut essayer de voir comment on peut entrer dans notre vie privée. Donc, en réfléchissant à la question, au problème que vous m'avez posé, moi, j'avais envie de relever 5 points.
Premier point, c'est l'interception par des délinquants des fichiers non cryptés, ou des fichiers mal cryptés, ou des fichiers peu cryptés. Donc, vous avez vu, c'est arrivé, c'est sorti là, il y a 3 ou 4 jours. Il y a 500 000 fichiers de patients français qui ont été dérobés à des labos médicaux d'analyse. Et dans ces fichiers, il y a jusqu'à 60 informations différentes sur une même personne. Donc, numéro de sécurité sociale, date de naissance, groupe sanguin, adresse, numéro de téléphone portable, éventuellement même les codes d'accès, et parfois avec des précisions sur l'état de santé, notamment les traitements médicamenteux, les pathologies sont précisées des fois dans ce dossier. Alors, en dernière minute, j'ai vu qu'il y avait surtout beaucoup d'informations sur les codes d'accès, les numéros de téléphone, les adresses, et un petit peu moins sur la médecine, apparemment. Hein. C'est une information que j'ai vue sortir il y a à peu près 1 heure. Donc, interception par des délinquants de fichiers non cryptés. Interception par certains services de l'État. Donc, en commission à l'Assemblée nationale, il y a une quinzaine de jours, la directrice du renseignement de la préfecture de police de Paris a répondu à une question d'une députée. Nous disposons des moyens nécessaires pour ne pas être écartés des messageries de type Telegram. Et donc, elle a dit, je dépasse, je ne développe pas plus, vous comprendrez bien pourquoi. Donc, il est bien évident qu'il faut quand même prévenir un peu tout le monde, que même en utilisant des navigateurs de type Tor ou des réseaux privés, un réseau privé virtuel, un VPN, pour naviguer, il a été démontré que les organismes étatiques sont dotés de moyens informatiques tellement puissants qu'ils peuvent en fait reconstituer une navigation. Troisième point, l'analyse des métadonnées. On va sans doute y revenir à plusieurs reprises parce que c'est vraiment, à mon avis, un des points cruciaux. L'état de la connaissance actuelle permet de dire qu'il est pratiquement impossible de ne pas laisser, au minimum, des traces d'erreurs de navigation dans le numérique. On peut prendre comme une image le flux que laisse un bateau quand il navigue. Il laisse un sillage sur l'eau. C'est impossible qu'il en soit autrement. Dans l'état actuel de la science, un bateau, il laisse forcément un sillage. Et c'est ce sillage-là qui permet d'identifier. Ces traces minimum sont les fameuses métadonnées. Alors, c'est quoi une métadonnée? C'est des informations qui ont l'air d'être très basiques, simplettes, mais vous verrez par la suite que ce sont des informations en réalité très importantes. C'est qui appelle qui, à partir d'où et vers où, quelles bornes sont sollicitées, à quelle date, à quelle heure et pour combien de temps. Et ces métadonnées, elles sont conservées par les opérateurs de téléphonie et de l'Internet pendant 2 ans. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais avec des ordinateurs très puissants, il est dès à présent possible de très bien connaître votre vie, vos fréquentations, et même vos opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Y compris, il faut bien comprendre ça, y compris sans lire le contenu de vos mails. C'est la notion de recoupement ou de compilation et de croisement des métadonnées qui fournit en fait ces informations. Donc, en conclusion, ne croyez jamais ceux qui vous disent tu peux y aller en toute confiance, tes données sont hyper protégées, personne ne pourra les consulter. Ça, ce sont des bobards. Mais je pense que Arnaud, il enfoncera le clou encore plus fortement que moi. Un autre point, c'est le déverrouillage des smartphones. Vous savez que, par exemple, la société israélienne Cellbrite propose ses services pour déverrouiller les smartphones, y compris ceux de Apple, qui étaient réputés être inviolables. Cette société, elle vend aussi des mallettes qui sont capables d'explorer le matériel informatique d'une personne, par exemple, qui est en état d'arrestation dans un commissariat, ou de récupérer des informations à la volée dans la rue avec les fameux IMSI Catcher. Un IMSI Catcher, c'est en fait une mallette qui simule une fausse antenne relais et qui donc va venir s'intercaler entre votre téléphone et la véritable antenne relais, par exemple, de France Télécom, et qui donc, en fait, crée une dérivation de votre communication téléphonique
à son profit. Dernier point de cette première proposition, c'est l'utilisation des informations personnelles à travers les objets connectés. Les objets connectés peuvent récupérer des milliers d'informations sur vous. Le poids, la tension artérielle, la localisation pour certains mondes connectés, les émissions que vous regardez à la télévision. Et ces informations de tous les objets connectés, les montres connectées, en fait, comme je dis, il y a même des brosses à dents connectées. Ces informations sont souvent revendues, en principe anonymisées, mais nous le verrons plus tard, l'information totalement anonymisée, en fait, est une information qui est totalement inintéressante. Donc, en réalité, elles ne sont pas vraiment totalement anonymisées. Le dernier scandale en date, je ne sais pas si vous avez vu, sur le dernier Télérama cette semaine, il y a un article d'Olivier Tesquet, Siri, l'assistant vocal d'Apple, qui est, donc, je le rappelle, Apple, c'est la première capitalisation boursière au monde, bien avant toutes les sociétés pétrolières, toutes les sociétés de, je ne sais pas moi, de construction de voitures, etc. Apple est largement devant tout ça. Donc, ils ont écouté illégalement les informations de Siri, donc de l'assistant vocal Siri, sont écoutées illégalement par des centaines de personnes qui doivent apprendre à l'intelligence artificielle à reconnaître certaines questions ou situations. Et pour cela, eh bien, ils espionnent et ils retranscrivent vos conversations. Et en récupérant même votre nom de famille. Alors, il a été démontré qu'une personne, elle peut récupérer jusqu'à 1300 transcriptions par jour. Et le tout est stocké, et on ne sait jamais, un jour, ça pourrait servir. Deuxième proposition, à mon sens, il faut comprendre que les GAFAM ne sont mus que par un intérêt commercial. Ce sont des entreprises commerciales, on est bien d'accord. Donc, par GAFAM, on entend traditionnellement Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Les propriétaires de ces entreprises figurent parmi les hommes les plus riches de la planète. Dans les GAFAM et dans tous ces circuits-là, vous avez le premier problème, les cookies. Alors, il est effectivement, à mon sens, possible de se protéger d'un grand nombre d'intrusions à caractère commercial, en particulier par les cookies. Moi-même, par exemple, je n'en ai pas beaucoup, mais sans être ni un spécialiste d'informatique, ni même en prenant un certain nombre de précautions et en utilisant un certain nombre de logiciels, je ne suis franchement pas enquiquiné par les cookies. Ensuite, l'autre point, c'est que la puissance financière et culturelle des GAFAM, à mon sens, elle est démesurée. De cette puissance financière, c'est un véritable danger pour nos libertés. Parce que, comme ça vous sera sans doute expliqué tout à l'heure, en fait, ils nous enferment dans des bulles culturelles qui nous rendent un peu schizophrènes, en fait, et qui nous empêchent de nous ouvrir aux autres. Et l'autre point, c'est que ces GAFAM sont en train de s'installer comme les seuls juges de ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas être dit et écrit. Les États vont leur déléguer, c'est fait en partie, mais ce n'est pas encore, à mon avis, totalement régulé, une partie de leur capacité à censurer. Jusqu'à maintenant, c'est l'État qui censure, c'est un juge qui censure, et là, ça va être les GAFAM. Alors, le cas de Donald Trump, il est emblématique à cet égard. Vous vous doutez bien que je ne porte pas Donald Trump dans mon cœur, mais personnellement, j'ai très mal vécu que Twitter ait coupé le fil de Donald Trump. Je trouve que c'est extrêmement dangereux, en fait, comme situation. Il faudra sans doute en débattre. Je vous signale qu'on peut tout à fait se passer des réseaux sociaux, des GAFAM. Moi-même, j'utilise aussi le réseau Diaspora, et on y trouve beaucoup de choses. On peut tout à fait fonctionner. Bon, c'est peut-être pas aussi perfectionné, aussi poussé, une logique poussée que celle qu'on peut trouver par exemple sur Facebook, mais sur Diaspora, ça marche bien et on peut faire des rencontres très intéressantes, on peut fonctionner avec des hashtags et trouver un univers très très important de choses. Donc il n'y a pas que Facebook, il faut bien le retenir.
Troisième et dernière proposition, le numérique peut être très fortement articulé avec la surveillance exercée par l'État ou les entreprises privées au service de l'État. Vous pensez pouvoir vous mouvoir dans les réseaux sociaux de façon anonyme, mais il faut savoir que l'anonymat en informatique, ça n'existe pas. Je ne rentre pas dans ce détail, sans doute on en parlera tout à l'heure. Et qu'il n'y a pas que l'adresse IP qui peut être utilisée. L'analyse des métadonnées de votre navigation sur Internet ou votre navigation téléphonique, l'analyse des bruits faibles sur les réseaux sociaux, comme par exemple dans le projet Safe City à Nice, j'y reviendrai tout à l'heure. Ultérieurement, la reconnaissance faciale couplée avec de la vidéosurveillance, voire avec les images que vous mettez sur les réseaux sociaux. Il y a une société américaine qui a siphonné des images sur Facebook pour les revendre à la CIA. Donc voilà, vous mettez votre image sur Facebook, il est possible que vous ayez l'honneur de figurer dans un fichier de la CIA. L'exemple aussi qui est intéressant, c'est l'exemple de Cambridge Analytica, qui a siphonné 87 millions de comptes Facebook pour les revendre à Trump, dans le cadre de sa première campagne électorale, son succès électoral. En l'occurrence, il s'agissait, à travers ces logiciels d'une très grande puissance, de cibler les citoyens qui étaient tangents sur le vote. Est-ce qu'ils allaient voter? Ah, ça sonne mon téléphone. Désolé. Je n'avais pas prévu le coup. Alors, on va le laisser se terminer. Alors, Henri, vous allez conclure sur votre intervention. Donc, on a compris, Henri a la position contre. Et je vous laisse terminer. Comme ça, après, on aura l'avis de Arnaud Bacheleur. D'accord. Donc, je vais un peu écourter mon propos. Je vais vous dire que il faut quand même savoir que sur le projet Safe City qui est en train d'être mis en place à Nice à titre expérimental, il est question à la page 42, à la page 34 de la convention. Et je vous lis ce qui est écrit dans la convention qui a été approuvée par le conseil municipal. Donc c'est pas un projet, c'est pas du commercial. C'est une convention qui est signée. Pour Géol Sémantique, qui est une des entreprises qui travaille avec Thales sur ce projet, la réalisation du projet permettrait de devenir rapidement un des leaders, sinon le leader du marché de l'analyse et de l'exploitation des messages courts, tels que ceux véhiculés par les réseaux sociaux, à des fins d'alerte. La capacité d'alerte concerne tout type d'événements, accidents, émeutes, manifestations, rumeurs, agissements individuels ou de petits groupes. Donc, et ceci de manière précise dans le temps et dans l'espace. Donc, vous voyez bien un peu où ça peut nous mener, ce genre de choses. En fait, alors, pour conclure, je vais raccourcir et conclure, je veux dire, il me semble que les GAFAM ont tout compris et jouent sur le fait que nous, Homo sapiens, nous avons tous un point faible. Nous sommes tous génétiquement programmés pour être de gros flemmards. Nous allons naturellement, ou peut-être même génétiquement, vers ce qui est le plus rapide, le plus facile. Cliquez là. Et en fait, ce problème de cliquer là, c'est là qu'est le piège. En résumé, vous pouvez protéger votre vie privée du numérique, mais vous devez adopter un régime, si vous voulez le faire, un régime de vie détruisant. Utiliser uniquement des cartes prépayées, détruire votre téléphone après chaque utilisation, ne pas avoir de conversation téléphonique de plus de 2-3 minutes. Il faut franchement en avoir envie. Donc, limiter autant que vous pourrez votre présence sur les réseaux sociaux. Il faut aller vers une désescalade, faire une rude cure d'amaigrissement, au moins en ce qui concerne les applications les moins respectueuses de votre vie privée. Voilà. Merci Henri pour votre intervention. Donc on a compris, Henri a bien la position contre sur cette controverse et nous montre qu'effectivement, avec le numérique, les smartphones, on ne peut pas protéger sa vie privée. Donc on va laisser la parole à Arnaud qui est enseignant à l'université à l'usage des réseaux sociaux et ça a toute son importance. Arnaud, à vous.
Merci beaucoup Tania. Alors on a compris une chose, c'est que les GAFAM nous surveillent et les tontons flingueurs aussi, puisqu'ils sont passés par le téléphone de notre ami Henri pour venir nous surveiller. Alors je suis globalement d'accord avec tout ce qu'a dit Henri. Je ne pense pas que vous puissiez protéger votre vie privée de façon numérique. Mais notre ami Henri, lui, a décidé de partir sur l'angle de la flemmardise de l'être humain et je suis assez d'accord avec lui. Le fait que nous soyons tous appelés à faire des choses très simples, comme appuyer sur un bouton. Moi, je vais attirer votre attention sur d'autres choses. Je vais attirer votre attention sur le quart d'heure warholien. Le quart d'heure warholien, on a tous, à un moment donné, envie de devenir une star. Et ça, c'est aussi inhérent à la nature humaine de beaucoup de gens. Et les réseaux sociaux, ça nous permet de faire ça. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, non, vous ne pourrez pas protéger grand-chose de votre vie privée, notamment sur les réseaux sociaux, parce que vous n'en avez pas envie. Si vous en aviez envie, vous n'iriez pas sur les réseaux sociaux. Il faut comprendre comment le système fonctionne. Nous avons des jouets dans notre main. Moi, je vis avec ça tout le temps. Et ce jouet-là, il faut l'alimenter, il faut s'en servir. On a un contact privilégié avec le monde. Et on va utiliser des logiciels, notamment effectivement les plateformes que vous connaissez tous, des logiciels qui sont extrêmement lourds à développer, extrêmement chers à développer, et vous les utilisez gratuitement, parce qu'en plus d'être fainéant, on aime bien quand c'est pas cher. Donc effectivement, on a des outils formidables qui ne nous coûtent pas grand-chose, des outils qui nous permettent, par exemple, depuis des années et des années, d'avoir notre quart d'heure warholien sur YouTube. Nous avons des youtubeurs très célèbres qui sont devenus des artistes confirmés. Et si YouTube n'avait pas existé, ces gens-là ne seraient peut-être jamais remontés jusqu'à la surface. Le système veut donc que nous échangions nos données contre le fait d'utiliser des outils extrêmement performants comme les plateformes Facebook, Twitter, etc. Ce système fonctionne avec ce qu'on appelle des algorithmes. C'est incontournable, un algorithme, on ne peut pas décider de ne pas s'en servir. Les algorithmes fonctionnent d'une façon extrêmement simple. L'algorithme est là pour que vous passiez un maximum de temps sur un réseau social ou un autre. L'algorithme de Facebook, son job, et il n'est pas payé pour ça, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur Facebook. Comment il fait ? Il va vous montrer ce que vous aimez bien. Henri a attiré notre attention sur ça, moi j'y suis très sensible à ça. Ça s'appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est... Je vais avoir une vidéo qui me sera proposée par l'algorithme de Facebook. Et là où je diverge un petit peu, et diverge c'est beaucoup, là où je diverge un petit peu avec Henri, c'est qu'effectivement, il n'y a même pas besoin de cliquer. L'algorithme sait combien de secondes vous allez rester sur la fameuse vidéo que votre Facebook vous propose. Si vous restez 2 secondes, il se dit ça ne l'intéresse pas. Si vous restez 10 secondes, il se dit ça l'intéresse peut-être. Si vous restez jusqu'à la fin, il se dit ça l'intéresse sûrement. Il va faire quoi ? Il va vous remontrer une vidéo du même genre pour se faire confirmer que vous aimez bien le sujet dont il parle. Ça s'appelle le biais de confirmation. C'est un danger sur lequel, effectivement, Henri a attiré notre attention. C'est le danger de vivre dans un tunnel d'information, dans une bulle d'information, avec uniquement des informations qui me font plaisir. L'algorithme, son job, c'est de me faire plaisir. Plus il me fait plaisir, plus je passe du temps dessus. Plus je passe du temps dessus, plus je donne des données. Puisque vous l'avez compris, vous donnez une donnée, même si vous restez devant une vidéo, même sans rien cliquer. Alors vous la donnez encore plus si vous appuyez sur le petit bouton like. Vous pouvez la donner encore plus si vous commentez. Et le mot que vous utilisez dans votre commentaire, c'est aussi une donnée. Et donc vous allez effectivement donner de vous-même, de votre vie privée. Alors je dis toujours à mes étudiants qu'à mon avis, Facebook, Instagram, aujourd'hui TikTok les connaissent nettement mieux que leurs parents. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est tout seul sous sa couette avec son téléphone à la main, on va faire des clics, on va passer du temps sur des vidéos et on va peut-être faire des choses sans le vouloir que les gens qui nous entourent ne savent pas. D'accord ? Donc, voilà pourquoi je pense effectivement comme Henri, ou en tout cas que je me positionne à vous dire, je ne pense pas que le numérique puisse sécuriser vos données. Par contre, la deuxième partie de la présentation que je vais me dépêcher de faire pour ne pas prendre trop de temps, c'est d'expliquer comment vous pouvez quand même un petit peu à votre niveau faire attention à vous et aux autres. Alors vous l'avez compris, l'algorithme il se base sur quoi ? Sur ce que vous avez aimé, le temps que vous avez passé sur une vidéo, les personnes que vous avez likées. À partir du moment où vous avez compris ça, vous avez compris qu'il est peut-être judicieux de donner un petit peu moins de vous
il est peut-être judicieux de réfléchir avant de liker quelque chose, parce qu'aujourd'hui, nous likons quelque chose parce que nous sommes sociables. Nous likons la publication d'un ami, juste parce que c'est un ami, et que par le fait, on dit qu'on aime bien ce qu'il fait. Peut-être que ce qu'il a écrit, on n'a même pas lu, c'est pas grave, on l'a liké parce qu'on l'aime bien. Et on a donc donné une donnée à Facebook. Lorsque je vais me taguer moi-même sur une publication, lorsque je vais taguer Tania sur une publication, si je le fais, je donne des données de Tania à Facebook. Il va faire le lien entre la photo de Tania, que je mettrai peut-être sur mon Facebook, et le nom de Tania que j'ai tagué. Au bout d'un certain nombre de fois, eh bien, il va connaître Tania par cœur. Et si Tania vient en boîte de nuit dans un mois, je vais faire un live Facebook en boîte de nuit. Je fais ça très souvent. Et puis tout d'un coup, il va me dire, tu sais que Tania est là ce soir? Et moi, je vais dire, ben non, je n'étais pas au courant. Parce que les algorithmes et les intelligences artificielles de Facebook sont extrêmement performants. La lentille de votre smartphone aussi. Et il va reconnaître une personne dans le noir parce que simplement, vous l'avez tagué un certain nombre de fois dans le passé et qu'il a fait le lien entre sa photo et son nom. Donc tout ça, c'est un exercice du quotidien qui va vous aider ou pas à limiter un peu les données. Mais rappelez-vous quand même que vous les donnez volontairement et que si je vous proposais de vous enlever Facebook, de vous enlever Instagram, de vous enlever Twitter, de vous enlever TikTok, pour les plus jeunes d'entre nous, je ne pense pas que vous seriez d'accord. On a changé de monde, on est passé dans autre chose. Alors effectivement, il y a plein de personnes qui vont pouvoir profiter de ces datas. Certaines vont les acheter. C'est comme ça que moi, je vais, avec mes artisans et commerçants, aller sponsoriser des publications. Vous avez décidé d'accepter de donner à Facebook une donnée comme « j'adore les Nike ». Et bien moi, si j'ai un artisan commerçant qui me dit j'ai un magasin de chaussures et je fais une opération sur des Nike, je veux viser par exemple un homme de 35 ans qui habite à Nice, et bien vous serez peut-être dans le lot. Et cette donnée-là, moi je l'ai achetée quand je sponsorise une publication, je donne un peu d'argent à Facebook pour acheter votre profil. Alors, juste pour mes jeunes élèves, qui sont pas si jeunes que ça, entre 18 et 25 ans, je leur rappelle quand même que toutes les données qui sont extrêmement nombreuses, qu'ils vont donner de façon volontaire et intelligente à LinkedIn, par exemple, qui est quand même le réseau social où on donne le plus de données volontairement, eh ben, ils peuvent être mieux payés à la sortie, ils peuvent avoir une opportunité formidable au niveau du boulot, ils peuvent trouver du boulot plus facilement. Et ça, c'est aussi une partie du deal entre les plateformes et les utilisateurs. Donc voilà un petit peu le panorama que je pouvais faire, Tania. Vous ne protégerez pas vos données sur les réseaux sociaux. Faites attention à ce que vous donnez et puis surtout, faites attention à ce que vous donnez des autres. Ne mettez jamais de photos de vos enfants, ne mettez jamais de photos d'adultes s'ils ne sont pas d'accord, parce que vous avez donné une donnée. En gros, le passage termine le 18 mars. Merci de m'avoir écouté. C'est dans longtemps. Merci Arnaud pour toutes ces précisions. Alors, avant de vous donner la parole, je vois qu'il y a quand même des avatars là dans l'espace virtuel et ça me fait très plaisir parce qu'il y a Mohamed et Yacine qui ont participé à donc l'extrait vidéo que vous allez voir avant de vous donner la parole. Donc cet extrait, en fait, va vous présenter les avis des habitants des quartiers Est. On est allé donc dans la rue recueillir les paroles des habitants sur cette question. Le numérique peut-il protéger notre vie privée? Et donc, je vous propose de le regarder et ensuite, place au débat avec toutes vos questions aux invités et vos interventions pour ceux qui le souhaitent. Extrait vidéo donc des web reporters de Ligne 16, le média participatif.
Voilà, donc vous avez pu avoir donc ces 3 interventions, nos 2 invités ici présents, prêts à vous répondre, et on a les web reporters en virtuel et Nassim qui est aussi avec nous ce soir en présence. Et si donc vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des interventions, on est à l'écoute. Stéphane, si tu peux aussi faciliter les échanges dans l'espace virtuel. Bah oui, mais j'ai l'impression que les gens attendent beaucoup la suite du débat, de voir qu'ils continuent à se confronter parce qu'ils sont tous plus ou moins d'accord. C'est le retour que j'ai eu. D'accord. Et je tiens, même si ce n'est pas exactement quelque chose à voir, j'ai beaucoup de retours très positifs sur la qualité de la salle et de l'espace virtuel. Ah, bah ça Donc fait là, je plaisir. remercie les techniciens. Ça n'a pas vraiment à voir, mais je profite de le dire maintenant. On peut remercier les techniciens, Seb et Philippe, Fred, qui sont très à l'écoute justement pour que ça marche. Et ça marche mieux quand même que la première controverse, on peut le voir. Alors en présence, on a un petit peu de monde. Est-ce que Nassim a peut-être une question? Je lui donne le micro. Donc, oui, dans le fait des 2 interventions de nos 2 invités, nous avons constaté que effectivement que nos vies privées n'est pas protégée. Que s'il n'est pas protégé, c'est parce que il y a une création. Ça veut dire une personne qui est derrière tout ça. Donc du coup, on peut se douter que si on a plusieurs logarithmes, on aura plusieurs personnes qui auront toutes ces informations. Et donc du coup, si jamais la personne arrive à décrypter ce qu'on a donné, s'il comprend notre langue, donc ça veut dire qu'il a accès à nos informations. Et donc, ma question est la suivante. Je voudrais savoir si on ne peut pas être protégé, si on ne peut tout simplement pas faire confiance. Et nous, on n'est qu'un simple citoyen parmi d'autres. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas être inquiété, ou si on utilise ces outils, est-ce que c'est mieux d'aller droit dans le vent et se dire que en fait finalement c'est pas grave, on se fait dépister, on transmet les informations, ou est-ce qu'au contraire on doit être un peu paranoïaque et se dire ah non, on n'utilise plus rien et on arrête tout. Donc du coup c'est une vraie question et un vrai débat autour de ce sujet. Alors, pour ce qui concerne la paranoïa, je vais peut-être laisser après répondre Henri par rapport à ça, parce que ça c'est un terme qu'il a abordé et c'est sans doute sa façon à lui de voir les choses. En ce qui me concerne, il n'y a pas de paranoïa. Moi, je serais paranoïaque si je donnais des données et que je me considérerais comme pas très équilibré si j'ai donné mes données, que j'étais au courant que je les donne avec ma volonté de le faire, et qu'à côté de ça, je reproche aux autres de s'en servir. Donc là, effectivement, la paranoïa, on donne des données et aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, ces données ne sont pas utilisées contre nous. Elles sont utilisées pour nous apprendre par cœur. Et évidemment, quand on considère, et ça c'est le cas effectivement, et là on est dans la politique peut-être, on est dans une forme de philosophie de la vie, quand on considère que si on sait de moi que j'aime les Nike, on va essayer de m'en vendre une paire, et que si moi je considère que la personne qui essaie de me vendre une paire de Nike, elle est plus forte que moi, donc elle va réussir à me forcer à en acheter, là oui effectivement on peut être paranoïaque, on peut avoir peur de tout, mais ça veut dire qu'il faut avoir peur d'une première personne, c'est soi-même. Si moi tu viens me voir en me disant Arnaud j'ai des super Nike et que j'ai pas d'argent et que je suis capable de te dire je te les achète quand même, je vais aller braquer une banque pour ça, là effectivement ça ne marche pas. Et ça c'est un des problèmes de la société, on a parlé de la fainéantise.
On a parlé du quart d'heure warholien, mais on pourrait aussi parler de ça, c'est-à-dire la tentation nécessaire de l'être humain à vouloir consommer, et ça monte à très 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 loin, hein, les chasseurs et les cueilleurs. Cette chose-là, les personnes qui achètent nos données s'en servent contre nous. C'est à nous d'avoir une certaine rigueur d'esprit pour dire c'est pas parce qu'une publicité passe sur mon fil Facebook que je vais nécessairement acheter ce produit-là. Et puis si on est paranoïaque avec ça, on peut être paranoïaque en se disant j'arrête aussi de regarder la télévision, puisqu'à la télévision avant le 20h il y a de la publicité, elle risque de m'inciter à dépenser de l'argent. Donc le plus grand danger de toutes ces données-là, alors évidemment Henri a abordé un sujet qui est un petit peu touchy. Ah c'est bien, maintenant on voit les questions qui se mettent. Henri a abordé un petit peu un sujet qui est un petit peu touchy, c'est le sujet de la donnée de la santé. Là, effectivement, on pourrait être paranoïaque. Pourquoi ? Parce que si on récupère des données de santé sur toi et que demain, ces données de santé te disqualifient pour un emploi, là, effectivement, ça devient un problème. Mais ce n'est pas un problème qui est lié au numérique et au digital. Demain, tu peux donner un CV papier à une personne et elle va te disqualifier parce que tu viens d'un quartier, parce que tu as un prénom particulier. Donc la disqualification professionnelle, elle existait avant les réseaux sociaux. Là, effectivement, on a un vrai problème. Quand il y a des fuites de données de santé, on risque effectivement d'avoir des gens qui vont se faire disqualifier parce qu'on sait qu'ils ont un cancer, ils n'en parlent pas. Et puis l'employeur dit, moi j'ai appris, j'ai reçu une information comme quoi vous avez le cancer, donc je ne peux pas vous employer. Mais pour tout le reste, il ne faut pas être paranoïa. On est paranoïa si on a peur de soi-même, de son incapacité à résister aux tentations. D'accord ? Et là, effectivement, toutes les données que vous allez essaimer, en fait, c'est des cailloux blancs que vous déposez partout sur les réseaux sociaux. Elles sont récupérées par des gens dont la principale préoccupation, c'est d'essayer de vous vendre quelque chose. C'est le deal. Et mine de rien, ça existait aussi avant. Si tu te promènes dans la rue avec un t-shirt Hugo Boss et que tu rentres ou tu passes devant un magasin de vêtements, il y a peut-être un vendeur qui va se dire, lui, il porte déjà une marque Hugo Boss, je vais tenter de lui vendre un autre produit de marque. Et nous sommes tous des panneaux qui mettons en valeur en permanence notre bien-être de consommateur. Parce que là aussi, si on décide d'arrêter de donner les données dans le numérique et dans le digital, arrêtons de les donner dans la rue. Arrêtons effectivement de marquer qu'on est une fashion victime, qu'on a des chaussures Nike, un pantalon 3 bandes Adidas, un t-shirt machin, etc., etc. Et une casquette avec une marque. Donc là, le problème que tu soulèves, il est très bien, parce que le terme paranoïa, il me plaît bien, sauf que pour moi, la paranoïa que j'ai moi, Arnaud, par rapport à tout ça, c'est de me faire confiance à moi, sur ma capacité à repousser les tentations qui vont être fabriquées par l'algorithme. Si on fait ça, on est plutôt pas mal, et je vais laisser Henri prendre la parole peut-être pour dire ce qu'il en pense. Alors Henri, si vous avez des choses à ajouter. Oui, alors moi je suis d'accord globalement avec ce qui a été dit, simplement il y a quand même un volet dans cette surveillance qui peut être exercée à travers les métadonnées, c'est-à-dire les petits cailloux blancs dont a parlé Arnaud, c'est ça les métadonnées en fait. On le voit à travers le projet Safe City de la ville de Nice, quoi. C'est-à-dire que en écoutant toutes ces informations, en les analysant, en les recoupant et en les triturant avec des ordinateurs extrêmement puissants, en écoutant ce qu'ils appellent les bruits faibles sur les réseaux sociaux, on peut mettre à mal des organisations de citoyens qui veulent par exemple manifester à tel moment, dans telle ville et à tel endroit. Et donc ça, là on n'est pas dans le versant de l'achat commercial, on est dans le versant de notre position en tant que citoyen dans la ville, quoi. C'est un autre volet un peu du problème, c'est le volet de notre position vis-à-vis de la démarche commerciale. Il est important, effectivement. Après, chacun effectivement il réagit un peu comme il entend. Mais il y a aussi tout le volet qu'on peut appeler avec un mot plus global, le volet politique qui existe aussi, quoi. Et il faut pas l'oublier. Alors, moi, ma réponse à cette personne, moi, j'aurais tendance, plus j'avance en âge, plus je deviens paranoïaque. Mais bon, c'est vrai que j'essaye de me contrôler. Par exemple, moi, je suis sur une messagerie
payante, pas très chère, hein, je paye 50 € par an. C'est une messagerie payante qui est basée en Suisse et dont les messages sont toujours entièrement cryptés. Bon, c'est pas la parade absolue, mais bon, c'est un petit plus. Ça me coûte pas 50 € par an, c'est tout à fait gérable. Donc bon, ça peut être fait. Mais c'est ce que je disais. Tu peux reprendre ça. Non. On Eh l'aura oui. eu, celui-là. C'est ce que je disais en conclusion. Je pense que, personnellement, hein, je pense qu'il faut quand même aller vers une désescalade quand même des réseaux sociaux et du numérique d'une façon générale. Je ne dis pas qu'il faut retourner à l'âge de pierre, hein. Moi, j'utilise l'informatique depuis 1980 professionnellement, donc je suis un peu dedans depuis très longtemps. Donc j'ai pas de complexe là-dessus, hein. Mais je pense quand même qu'il faut Faire commencer attention. à penser à se limiter. Donc c'est un autre versant par rapport à ce que propose Arnaud, mais c'est un peu la même façon, avec le même objectif, passer par des voies un peu différentes, quoi. Bon, très bien. Bah, parce que en fait, c'est vrai qu'on comprend qu'aujourd'hui, c'est quand même à des fins commerciales, mais néanmoins, il y a des personnes quand même qui ont été inquiétées, notamment, je pense à des militants écologistes qui ont été inquiétés par rapport à leur action citoyenne et militante. Mhm. Mhm. Donc, alors après, c'était moi une question, puisque là, on est quand même dans l'ère du tout numérique et notre société nous demande justement de plus en plus de données, notamment à remplir des formulaires, alors que ce soit aussi pour la santé, pour l'accès aux droits. Et c'est vrai qu'on est un peu dans cette société schizophrène parce qu'on nous demande de faire attention de ne pas mettre n'importe quoi. Et en même temps, on est obligé de passer par ces formulaires pour accéder à des droits. Alors, que dire à la population, aux gens qui nous écoutent, pour leur dire de ne pas être parano à ce niveau-là? Enfin, je ne sais pas, Arnaud, si tu peux répondre ou bien... Alors moi, je vais répondre, mais je vais jouer le contre-argument provocateur. Et pour toi, et pour Henri, à votre avis, alors la réponse, moi je l'ai. Sans Facebook, pas de gilets jaunes. Ça n'existe pas. Donc le mouvement politique des gilets jaunes, sans Facebook, il n'existe pas. Alors je vais vous réexpliquer le biais de confirmation. Je vais essayer de faire vite. Un matin, un monsieur, en 2018, écrit sur son Facebook « J'en ai marre, le prix de l'essence est trop cher ». À partir du moment où il a donné deux datas, la première, c'est il parle du prix de l'essence. La deuxième, c'est il en parle négativement. Le biais de confirmation, c'est que l'algorithme a lu ça et il va lui proposer un de ses copains qui va marquer dans les heures qui suivent « J'en ai marre, le prix de l'essence est trop cher ». Ces deux personnes-là vont se liker mutuellement parce qu'ils ont écrit quelque chose que leurs copains pensent déjà. Le deuxième jour, l'algorithme de Facebook va remontrer des gens qui ne sont pas connus par ces personnes, qui écrivent « Il y en a marre, le prix de l'essence est vraiment trop cher ». Au bout d'un certain nombre de fois, l'algorithme va confirmer. Ces personnes vont liker, et elles vont avoir une impression qui est vraie. Ce biais de confirmation entraîne l'impression que tout le monde pense comme moi que le prix de l'essence est trop cher. À partir du moment où l'algorithme a compris ça, lorsqu'un monsieur, un autre, à l'autre bout du pays, un matin se lève et depuis Brest, crée un groupe privé Facebook qui s'appelle le groupe privé des gens qui ne sont pas contents parce que l'essence est trop chère, eh bien, l'algorithme de Facebook a repéré toutes les personnes qui, pendant des semaines, des mois, ont écrit « le prix de l'essence est trop cher ». Ils vont donc montrer sur le fil Facebook de ces personnes-là le groupe privé. Les personnes se disent « super, un endroit où des gens pensent comme moi ». Et ils vont donc rentrer à l'intérieur de ce groupe privé. Voilà comment les gilets jaunes se sont constitués au XXIe siècle à cause de Facebook. Ça, c'est pour la réponse sur le... C'est vrai que les données peuvent empêcher un peu les mouvements sociétaux, mais c'est vrai aussi que le mouvement sociétal des Gilets jaunes, on en pense qu'on veut. Moi, je ne suis pas super pro Gilets jaunes, mais il a le mérite d'exister, et sans doute que sans les réseaux sociaux, il n'aurait pas existé. Et je finis avec l'écologie. Effectivement, il y a des personnes qui, notamment dans le milieu de l'écologie, mais pas que, se sont retrouvées inquiétées par la police et que peut-être certaines de leurs données sur les réseaux sociaux
ils ne les ont pas maîtrisés. Mais quel formidable coup de pied au cul de l'écologie que depuis les 15 dernières années, les réseaux sociaux. Comment on peut ne pas nier, on pourrait nier l'extraordinaire implication des réseaux sociaux, notamment Twitter. Vous avez des associations comme L612, 212, 312. C'est des gens qui n'auraient pas existé sans Twitter. Et ils ont des données. Et ils récupèrent ces données-là et ils les publient. Et la santé animale et le bien-être animal avancent. Les véganes, les végétariens, moi je ne mange pas de viande, mais je ne suis surtout pas un ayatollah, parce que j'en ai mangé suffisamment longtemps pour ne pas en vouloir aux gens qui aiment la viande. Mais ce sont des combats qui aujourd'hui sont menés grâce aux réseaux sociaux. Comment penser qu'on peut faire des combats pour le féminisme, MeToo, etc. Comment aurait existé MeToo sans Twitter ? Zéro, ça n'existait pas. On a gagné peut-être 20 ans, 30 ans sur des causes profondes grâce aux réseaux sociaux. Et malheureusement, à chaque fois qu'on participe à une grande campagne, à une conversation sur Twitter où on dit MeToo, c'est super, eh ben, on donne des données. Alors c'est peut-être le prix à payer, et puis c'est peut-être aussi aux États, et puis à nous ce soir, et à des gens comme nous qui nous exprimons, de savoir toujours positionner les garde-fous. Moi, je préfère un monde où il y a les réseaux sociaux et des garde-fous, plutôt qu'un monde où il n'y a pas de réseaux sociaux. Un monde où il n'y a pas de réseaux sociaux, ça a un nom, 5 lettres, la Chine. Ok. Merci Arnaud. Alors, Stéphane me fait signe qu'il y a des questions dans l'espace virtuel. À vous. L'espace virtuel, dernière petite question, et puis après on va devoir terminer cette émission. Donc, on proposera aux invités le mot de la fin. Oui, j'ai presque envie de dire 2 questions qui sont tellement complexes qu'il faudra une réponse très très courte, bien sûr, parce que c'est marrant. C'est beaucoup plus marrant comme ça. Premièrement, est-ce qu'il vaut mieux être fliqué par des gens, ses voisins, l'État ou des industries ? Première question. Et la deuxième question, qui est grandement philosophique, pourquoi est-ce qu'on est fliqué, tout simplement ? Ok. Alors, Henri, peut-être tu réponds et tu conclus, et puis ensuite je donne la parole à Arnaud également pour le mot de la fin. Alors, je voudrais simplement, puisqu'on est dans une controverse, simplement répondre à Arnaud que les révolutionnaires en 1789 en France, ils ont pris la Bastille et il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas forcément besoin des réseaux sociaux pour prendre les Bastilles. Alors ensuite, la question qui est posée, pourquoi on est fliqué ? Là, c'est un peu compliqué de répondre parce qu'en fait, l'État a le monopole de la violence légitime dans notre pays. Donc, on a décidé pour vivre ensemble, il faut bien que l'État puisse exercer la violence. Et on dit que la violence de l'État, elle est légitime. Encore faut-il qu'elle soit proportionnée, encore faut-il qu'elle soit juste, encore faut-il qu'elle ne soit pas dirigée politiquement contre une catégorie de la population, etc. Mais globalement, l'idée, c'est ça, quoi. Donc, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce qu'elle est vraiment plus qu'ouverte, quoi. Elle est panoramique, presque. Peux-tu dire le mot de la fin pour toi, parce qu'on va devoir terminer, parce qu'on est en retard. Eh bien, écoutez, moi, je suis vraiment très content d'avoir débattu avec vous, d'avoir commencé un petit peu à échanger avec les personnes. Et voilà, je souhaite que ça continue sur ce point-là, sur d'autres, et on reste à votre disposition pour débattre encore une fois. Merci beaucoup, Henri, en tout cas. Et puis, reste avec nous. Arnaud, je te laisse la parole pour le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, merci Tania. Alors, juste répondre éventuellement à la question également. Voilà. Alors, je réponds juste à Henri. En 1789, il n'y avait pas Netflix, et il n'y avait pas Twitch, et il n'y avait pas le gaming. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a pas du tout le même état d'esprit. Les gens ne sont pas dans la rue, ils ne meurent pas de faim, même si on nous raconte partout que c'est le cas. Et donc, il n'y a pas de raison valable de descendre dans la rue,
de façon naturelle pour faire les gilets jaunes. Il y a bien besoin d'un moteur qui va aider ces gens à se réunir autour de ça. Alors la question, pourquoi on est fliqué? Moi, je suis désolé, je suis peut-être tout seul maintenant en France. Je me suis jamais senti fliqué, ni plus ni moins qu'avant. J'ai vécu dans les années 80, les années 70. Il fallait faire très attention parce qu'on était fliqué si on oubliait sa ceinture de sécurité dans la voiture. Ça existait déjà. On avait tout un tas d'autres flicages. Moi, j'ai vécu le flicage de mes parents parce que je suis né dans des périodes où on avait papa et maman sur le dos jusqu'à tard, avant de pouvoir commencer à sortir dans la rue et à faire plein de choses. Et effectivement, aujourd'hui, on peut les faire beaucoup plus tôt. Et puis peut-être certaines, on les fait grâce aux réseaux sociaux, comme par exemple rencontrer une amoureuse ou ce genre de choses. Le principe, c'est que moi, je ne me sens pas fliqué. Par contre, la notion de fliqué, une fois qu'on l'a dépioté, vous êtes suivi par des gens qui ont des choses à vous vendre. Si vous n'êtes pas d'accord, posez votre téléphone portable, allez dans la nature, et puis vous ne serez plus embêté par des gens qui essayent de vous vendre des choses. Sinon, moi, je ne me suis jamais senti ni plus ni moins fliqué qu'aujourd'hui. Et je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, être fliqué, à mon avis, c'est habiter dans certains pays communistes, c'est habiter dans certains pays où il y a encore des dictatures, mais pas chez nous. Moi, je ne me sens pas fliqué. Je vis ma vie avec beaucoup de détente et j'ai pas peur et je suis pas paranoïaque. Maintenant, je suis peut-être le dernier des Mohicans en France, allez savoir. En tout cas, pour le mot de la fin, je remercie Tania, je remercie le Hublot, je remercie l'INSEE. Ça fait 2 fois que j'interviens pour vous en 2 ans. Je trouve ça toujours aussi kiffant, même si on aimerait qu'il y ait 10 000 personnes qui nous suivent. Ça viendra avec le temps. En tout cas, bravo pour l'installation technique qui est au top. Hier soir, je parlais dans une autre conférence de l'organisation des événements digitaux. Donc, vous êtes la preuve ce soir que ça commence à fonctionner, les événements digitaux. Merci à tous de votre attention et puis bonne soirée. Merci Arnaud, merci Henri, vraiment. Et merci bien sûr à tous les avatars et aux personnes ici présentes en salle. Alors l'émission doit prendre fin alors que vous voyez que le débat ne fait que commencer. Mais on est obligé un peu de respecter le timing. Et on va aller bien sûr... la soirée continue à 21h. Je ne sais pas si Fredo peut montrer un petit peu ces platines qui sont en place là avec Afroman, nos 2 artistes ici présents. Et on va également accueillir ce soir en virtuel Katia Vonabeltran de Berlin, qui sera de VJing, qui va nous proposer un live cinéma sur le son d'Afroman. Donc, ce sera à 21h dans la salle de spectacle. Et puis, entre deux, évidemment, on va manger à 20h. Et donc, on va aller voir notre chef maison, Amou, qui nous a concocté ce soir un repas un petit peu en lien avec les données privées, c'est-à-dire Hamburger Party. Alors, Hamburger Party, Amou, où est-il ? Va le chercher. Amou. Alors, attention, il nous a préparé un repas en lien avec la thématique, puisqu'on s'est dit Hamburger Party, McDonald's, qu'est-ce qu'il nous prépare ? Ça n'a rien à voir. Amou, qu'est-ce que tu nous as concocté ce soir ? Est-ce que tu peux nous préciser cette recette ? Bonjour Amou. Bonjour. Alors Amou, qu'est-ce que tu nous prépares ? Alors, ce soir, je vous ai préparé un hamburger, qui vient un peu, ça vient du milieu du street food. C'est un peu la gastro dans le snack, quoi. Alors c'est un hamburger avec des steaks faits maison. On a acheté de la viande hachée de bonne qualité chez un boucher très connu de Nice, mais je ne ferai pas de la publicité gratuite. Je ne suis pas là pour ça. On les a composés ici, donc on les a fait avec un petit appareil qu'on a acheté chez un grand marchand de l'internet, mais je ne ferai pas de publicité. Et alors steak, un bon petit pain moelleux, un beau steak 100% muscle et tout, super bon. Après dessus on va rajouter de la mozzarella de buffle, bien sûr, très important. C'est là où on rentre dans la gastro, quoi. On sent bien, quoi. Par-dessus ça, on va rajouter un petit peu de sel de truffe. Oh, là, c'est la classe, hein. Sel de truffe avec une petite salade, roquette pour son amertume, un petit peu. Vous savez que la roquette, c'est un petit peu amer. Et par-dessus ça, des petits oignons coupés très fins.
Et puis basta. Voilà, le burger, il est fait. Super bon. Avec des Super amou. Alors, on tenait à vous donner quand même la recette d'amou parce qu'on est conscient, bien sûr, que malheureusement, on ne peut pas encore vous accueillir à cause de la crise sanitaire. Et je vais quand même aller voir Afroman, ici présent, pour vous appâter un petit peu et que vous puissiez venir à 21h. Donc, je vais aller les voir pour leur demander qu'est-ce qu'ils nous concoctent eux aussi. Et on espère bien que tous les avatars ici présents pourront venir à 21h. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire d'Afroman et qu'est-ce que tu nous prépares pour tout à l'heure? Alors on vous prépare, on ne sait pas trop parce qu'on fait toujours de l'impro. Alors si on a plein de morceaux qu'on joue assez souvent avec Sly, qui est parti faire une pause de toilette à ce moment-là. Et après Afroman Radio, en fait on a un groupe DJ qui s'appelle Afroman Radio, avec Sly et d'autres. Qui est connu quand même. Ouais, localement on commence à bouger un peu, ça fait une vingtaine d'années qu'on se bouge. Et du coup, on commence à se déplacer un peu à droite à gauche et on propose une radio non-stop, sans pub. Que vous pouvez écouter afroman.com. Donc c'est ça. Et du coup, bon son. Et pas de pub surtout. Il n'y a rien qui vient te agacer, on n'a rien à vendre. Donc voilà. Ça fait plaisir. Ouais, c'est pas mal. On ne nous trace pas alors sur Afroman. Non, sur Afroman, on n'est pas tracé. Voilà, c'est la particularité du truc. Super. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, à tout à l'heure. Et surtout, je tenais quand même à vous dire que la prochaine controverse sera quand même aussi un vaste débat puisqu'on va parler de l'environnement. Est-ce que le numérique est plutôt polluant ou est-ce qu'il y a aussi des issues? Alors ça, on verra pour le mois de mars. Ce sera le vendredi 26 mars. Et je remercie encore une fois tout le monde. Je remercie très fort mes web reporters qui sont en ligne et présents. Et à tout à l'heure. Bon appétit si vous mangez ou si vous allez manger. Et on espère vous voir tout à l'heure. À bientôt.